Matryoshka. Je vous propose qu'on continue maintenant avec une autre façon d'envisager la génération qui suit et la façon dont elle se conçoit, avec cette idée de renouer le dialogue qui doit passer aussi par la façon d'alimenter, la façon dont on structure le vivre ensemble. Et ça, c'est très intéressant et c'est pour ça que j'appelle tout de suite Émilie Gaillard à venir nous rejoindre pour en parler. Merci. Matryoshka. Émilie Gaillard, vous êtes juriste, spécialiste de droit des générations futures et ça c'est absolument passionnant. Vous êtes maître de conférences en droit à Sciences Po à Rennes, co-directrice du pôle risque à la maison de recherche en sciences humaines de l'université de Caen et votre objet d'étude c'est donc le droit des générations futures. Qu'est-ce que c'est que le droit des générations futures? Ça va bien au-delà de la question de la tendresse ou de l'attention qu'on peut porter aux jeunes. C'est aussi finalement rentrer dans une autre dimension de la structuration de la société. Merci déjà pour l'invitation. Avec grand Ravie plaisir. d'être parmi vous. Enchantée de vous écouter et de découvrir tous ces éclairages. Alors, j'ai consacré ma thèse de doctorat sur le droit des générations futures et comment reconnaître des droits aux générations futures. Qu'est-ce que c'est? On part d'un constat, un constat selon lequel on est entré dans une ère nouvelle. Une ère où nos technologies, nos choix, nos actions mettent en danger l'avenir, mettent en danger les générations futures, pas seulement humaines, mais l'intégrité des écosystèmes, l'intégrité du vivant. Plusieurs philosophes ont ouvert la voie, dont Jonas, et qui disait on a besoin d'une éthique du futur, parce qu'en fait, quand on regarde du côté des ancêtres, ceux qui ont formulé les premières éthiques, il n'y a pas d'outil pour penser l'éthique de l'avenir. Donc mon travail a été de rassembler les écrits, parce qu'il y a une famille de chercheurs, d'universitaires, d'avocats, de juges qui ont mis en œuvre ce droit des générations futures. Donc j'anime aussi la chaire d'excellence Normandie pour la paix, qui est une chaire d'excellence CNRS, intitulée justement Paix avec la Terre, droit des générations futures. Alors pour aller à l'essentiel, c'est pour s'outiller la manière de penser. Vous parliez tout à l'heure de décloisonner les imaginaires. Toute ma thèse a été de dire qu'il faut décloisonner tous les principes, les logiques, les principes, les concepts juridiques de base pour étendre les champs légitimes du droit. Alors il y a des exemples très concrets, le principe même de démocratie. Est-ce que la démocratie peut se permettre l'irréversibilité? Non. Donc la démocratie doit intégrer les générations futures. Alors il y a deux grands pôles sur le droit des générations futures. Il y a un premier pôle qui parle à tout le monde, et donc on se rejoint. C'est la question de l'environnement, l'intégrité de l'environnement, que ce soit jusqu'à l'échelle biosphère, avec le climat, mais pas que, avec les interrelations systémiques, avec les perturbateurs endocriniens, les polluants organiques persistants, avec la question du choix de technologies qui mettent l'avenir sous emprise, le nucléaire, excusez-moi du peu, mais 5000 années de nocivité extrême des déchets les plus hautement radioactifs, ça pose question. Le deuxième pôle, c'est tout ce qui est bioéthique. La question vraiment de l'intégrité d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire de l'essence même de l'être humain. Alors, on peut croire que c'est de la science-fiction, mais pas du tout. J'ai fait une recherche de terrain sur cette question en allant en Angleterre, en allant en Espagne, en allant en France, pour aller à la rencontre de différents courants transhumanistes qui visent à augmenter l'espèce humaine, augmenter les capacités de l'espèce humaine, en recourant de manière complètement décomplexée au génie génétique, pourquoi pas à la sélection eugénique, et bien évidemment, puisque c'est encore une fois dans le progrès des nouvelles technologies, l'intrication d'objets technologiques avec l'espèce humaine. Donc c'est tous les projets Neuralink, de puces cérébrales et bien d'autres choses encore. C'est ce qu'on appelle la fameuse convergence NBIC qui ouvre une nouvelle ère. Donc en fait, aujourd'hui, plus que jamais, il y a plusieurs récits qui s'entrechoquent. Le récit écologique, le récit transhumaniste, le récit ultralibéral, etc., etc. Donc le droit des générations amène à se futures, poser cette question du droit des générations futures. Voilà. Mais d'une certaine façon, ça change complètement la philosophie. C'est-à-dire que aujourd'hui, le droit, il est a priori plutôt punitif. Et là, c'est quoi? Un droit d'anticipation? Et comment ça se formule concrètement? De quoi on parle? Exactement. Alors, je pense que pour C'est la société de précaution dans son paroxysme. Oui et non, mais le principe de précaution, c'est le principe particulièrement nécessaire pour faire face à ces défis.
Alors effectivement, souvent le droit, il intervient a posteriori. À qui la faute? Donc des fois, il y a des personnes qui se trompent en disant mais si on fait du droit des générations futures, c'est-à-dire qu'on va demander, on va actionner la responsabilité de ceux qui sont morts, ça n'a pas de sens. Effectivement, c'est renverser complètement les perspectives du rapport du droit avec le temps. C'est-à-dire se questionner aujourd'hui, pour quelle que soit la situation, environnement, technologie, quelles sont les actions, quelle est la dimension des effets temporels. Si c'est pour les déchets nucléaires, il eût fallu peut-être se poser la question, à 5 000 ans de toxicité, comment on fait? Comment on fait pour assurer la sécurité sur 5 000 ans? Moi, franchement, je ne fais pas le contrat. Moi, je ne vais pas dire, OK, je garantis que c'est certain pendant 5 000 ans. Et d'ailleurs, personne n'est capable de le faire. Donc, c'est se poser la question, si l'action met sous danger l'avenir, eh bien, de faire en sorte que le droit, les règles, la gouvernance politique, la représentation aussi des générations futures soient la dimension de cette question-là. Par contre, ou une autre façon de dire, c'est anticiper la catastrophe pour éviter qu'elle ne se réalise. Une catastrophe, elle change complètement le cours de l'histoire. Donc ça, c'est toute la philosophie des catastrophistes. Pensez à la chronologie, vous savez, dans les historiques, ces fameuses frises chronologiques qu'on avait dans nos classes d'histoire. Il y avait la flèche du temps qui tendait vers l'avenir. L'avenir, elle était toujours ouverte. On laissait de toute façon l'avenir prendre soin de lui-même. Mais quand il y a une catastrophe, pensez à une catastrophe nucléaire, il n'y a plus d'avenir. Donc Jean-Pierre Dupuy dit qu'il y a un retournement de l'histoire, parce que l'avenir n'a plus d'avenir. Donc le concept même d'histoire est questionné. Et ça, on n'a jamais eu une situation pareille. Et on est la première génération à devoir faire face et à former, puisque je forme des étudiants à Sciences Po, à ce droit des générations futures. Alors, à la fois, vous dites, en effet, il y a une rupture, il y a quelque chose de nouveau, il y a une complexité absolument nouvelle à prendre en compte. Et c'est aussi pour ça qu'on s'interroge sur ce qui va compter demain et comment on le construit et comment on le façonne. Mais dans le même temps, cette notion de droit face aux générations futures, c'est quelque chose qui a déjà été inscrit dans l'histoire et déjà dans les déclarations des droits de l'homme et du citoyen en 1793. C'est-à-dire que cette conscience du devenir, c'est quelque chose qui est constitutif du droit et de notre histoire. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous dire comment c'est conçu et comment ça évolue dans nos mentalités au travers de l'histoire? L'article 20 de la déclaration de 1793, qui n'est jamais entré en vigueur, elle disait justement qu'aucune génération n'a le droit d'assujettir à ses lois les générations futures. Mais en fait, si vous revenez à l'aube de l'humanité, les peuples racines, les peuples autochtones, ils ont toujours pensé aux effets de leur action sur les 7 prochaines générations. Ils ont une conscience innée de cette responsabilité et ils ont cet ancrage transgénérationnel, y compris vis-à-vis des générations passées, exactement comme l'a dit tout à l'heure la violoniste Marina Chiche. Et alors, à partir de quand est-ce qu'il y a cette accentuation de cette conscience du devenir et donc de la responsabilité des générations futures? On peut le retrouver aussi par rapport aux différents traités, à l'évolution de la conscience naissante sur la question écologique. Dans les années 90, il y a quand même une accélération là-dessus. Oui. Alors là, cette année, en juin, on va fêter les 50 ans de la première conférence internationale de Stockholm, qui a été le premier sommet de la Terre, qui a été vraiment le moment clé où, pour la première fois, on a pris conscience qu'il fallait protéger la planète Terre. La communauté internationale s'est mise au chevet de la planète. Et donc, à partir de là, il y a une accélération du droit international de l'environnement, qui est la matrice d'un droit commun de l'environnement à l'échelle mondiale. On partage les mêmes principes, le même souci de l'avenir, des objectifs de développement durable. Et ensemble, on cherche à diffuser ce principe de précaution, qui est un principe juridique complètement nouveau, d'anticipation, dynamique, parce qu'il évolue au gré du temps. C'est un principe qui vise à éviter une catastrophe. Même lorsqu'il y a une controverse scientifique, on n'a pas le droit d'attendre. On n'a pas le droit d'attendre par rapport à cette responsabilité des générations futures qui demande d'agir dès à présent. Donc il y a une accélération, il y a des déclarations des droits de l'homme, notamment au Japon. Ils ont une approche transgénérationnelle des droits fondamentaux. En avril de l'année dernière, c'est le tribunal fédéral constitutionnel allemand qui, pour la première fois, a consacré des droits et devoirs fondamentaux, des droits des générations futures à la vie en matière du climat, qui a demandé à l'État de faire davantage, et également bien prendre conscience que si les générations futures ont des droits, il y a de la symétrie dans la relation. Vous voyez, même le mot relation n'est pas bon.
Et donc, nous avons aujourd'hui des devoirs envers les générations futures. Et ça, c'est en train de se développer. Et moi, ce que je fais dans mon travail, c'est de décliner les droits humains, les droits fondamentaux, au transgénérationnel, quel que soit le droit. Droit à la vie, droit à la liberté d'aller venir. Concrètement, ça fait quoi? Juste, on a quelques petits exemples comme ça. Première génération, la liberté d'aller et venir. La liberté d'aller et venir n'est plus possible pour les générations futures dans des lieux comme Fukushima ou comme Tchernobyl, Pripyat, puisque dans notre condition humaine, d'être humain, notre condition anthropologique, biologique, on ne peut plus y vivre sans être contaminé. Donc ça s'inscrit dans le droit? Comment? Eh bien, parce qu'il faut donc décloisonner, c'est le concept de catastrophe, c'est la création d'un droit des catastrophes. Typiquement, ces zones-là sont condamnées. Et ça demande pour nous, État nucléaire, aussi de concevoir la possibilité de la catastrophe nucléaire. Là, l'actualité nous rappelle à l'ordre que non seulement Tchernobyl ne répond plus, on n'a plus la surveillance du site, et deuxièmement, que la menace nucléaire en temps de guerre est encore une réalité d'aujourd'hui. Quand j'en parle dans mes cours en début d'année et quand j'en reparle à mes étudiants maintenant, ils ne voient plus cette possibilité avec le même regard. C'est devenu quelque chose de très concret, quelque chose de vécu. Alors que la nouvelle génération, je pense, quand on parlait de désarmement nucléaire, ça pouvait paraître comme un petit parfum des cours d'histoire, de terminale, de la guerre froide et donc dépassé. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que vous partez de sujets qui vous paraissent des enjeux ou qui sont des enjeux centraux du devenir de la planète, et de ça, vous déclinez sur une réflexion sur le droit. Aujourd'hui, est-ce que c'est inscrit dans le droit? Est-ce que le droit change réellement là-dessus? Complètement. Voilà. Complètement. Déjà, il y a les premières décisions de justice. Tony Oposa, en 93, Cour suprême des Philippines, il met à l'arrêt une entreprise de déforestation massive des forêts aux Philippines. Cette affaire est vraiment, on va dire, le creuset de toutes les affaires en justice climatique qui se déferlent dans la planète depuis 2015. Alors, l'une des avocates aux États-Unis est une de ses anciennes élèves. Il y a donc des actions en justice qui sont menées au nom des générations futures. Il y a des réformes au niveau des institutions politiques. Il y a des expérimentations très variées au niveau du pouvoir exécutif, un conseil des générations futures, que ce soit au niveau national ou des mairies, comme à Paris. Au niveau du pouvoir législatif, une chambre qui étudie les lois au regard des intérêts des générations futures pour voir si cette loi peut passer ou pas. Au niveau des cours constitutionnelles aussi, au niveau des juges, on voit qu'on est dans une période d'expérimentation. Et je travaille actuellement avec le Conseil national des barreaux à rédiger une motion où les avocats, qui ont le rôle de vigie, c'est-à-dire de dire les droits fondamentaux, on doit les défendre, on va écrire pour le CNB justement une motion pour dire que le temps de défendre les droits des générations futures est venu. Donc il y a encore des verrous procéduraux, bien évidemment. Bien sûr. Mais ce qui est très intéressant, et je vais vous libérer d'ailleurs tous pour faire intervenir Robin Renucci dans un instant, mais ce qui est très intéressant au travers de ce que vous dites et ce qu'on va décliner tout au long de ce festival, c'est de se rendre compte à quel point, que ce soit sur le champ du droit, que ce soit sur le champ, on va le voir, de l'entreprise, que de la finance, tous les terrains sont en train de bouger pour essayer d'accompagner ce que vous essayez d'engager pour vous faire entendre et pour créer un mouvement face aux enjeux qui se posent par rapport à vos générations. Oui, Claudine. Qu'on peut faire peser sur les générations futures avec les dépenses sociales, est-ce que ça rentre dans les recherches et les réflexions sur le droit, par exemple pour les retraites? Alors, moi, je n'ai pas consacré de recherche là-dedans, mais bien évidemment, ce rapport transgénérationnel, il va aussi de l'autre côté, devoir de mémoire, respect, et tout ce qui est dette publique aurait dû intégrer aussi la finitude par rapport aux générations futures, bien évidemment. Moi, je ne l'ai pas investi, mais c'est un terrain à investir complètement. Merci. Oui, Est-ce que William. je peux poser aussi juste Bien une petite entendu. question. Vous avez parlé justement dans les peuples autochtones, le fait qu'on pensait sur les 7 prochaines générations, etc. Est-ce que vous avez une explication plutôt sur aujourd'hui pourquoi les politiques publiques ne sont pas construites toutes en tout cas? Si je prends l'exemple par exemple du nucléaire que vous avez beaucoup cité, le fait qu'actuellement le président Emmanuel Macron souhaite construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Bon, qu'on soit pour ou contre, c'est pas la question, mais du coup, comment on pense l'impact sur les générations futures? Est-ce qu'il y a des recherches qui expliquent pourquoi aujourd'hui c'est pas le cas, ou alors très peu le cas? C'est l'effet des croyances, c'est l'effet des paradigmes dominants. Un paradigme du progrès, cette foi aveugle selon laquelle la technologie ne peut que apporter des bonnes choses et des solutions. Donc des bonnes choses, donc une nouvelle technologie, le nucléaire, apportera des bonnes choses. Des solutions, on ne sait pas quoi faire des déchets radioactifs? Pas de problème,
on trouvera des solutions. Donc ce sont des foi, ce sont des croyances scientifiques en fait, des croyances qui déforment les perceptions des réalités. Et donc le fait de former des jeunes, ce que je fais, à ce droit des générations futures, à Sciences Po Rennes Campus de Caen, qui est le campus des transitions, c'est les former à la pensée complexe, les former à toutes ces approches interdisciplinaires du droit des générations futures, droit du climat, droit des peuples autochtones, etc. Et les mettre en situation aussi pour qu'ils expliquent à des gens qui n'ont pas la même ouverture d'esprit comment on va penser et mettre en œuvre ce droit des générations futures. Merci en tous les cas à tous les quatre. Merci infiniment pour tous ces éclairages qui nous posent bien les enjeux pour toutes nos réflexions à venir. Merci. Matryoshka.